Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle séance donc du CDRS consacrée aux pseudo-spiritualités modernes. Et aujourd'hui, Christian va nous parler des distinctions sociales et de l'héritage. Sujet, je dirais, un peu obscur pour ce qui me concerne, mais il va éclairer notre lanterne, je n'en doute pas. À toi la parole, Christian. Je vais tenter d'éclairer un lanterne. Alors, pseudo-spiritualité, c'est faire déjà un procès d'attention. C'est une nouvelle spiritualité. Charge à nous de déterminer si nous pensons que ce sont des vraies spiritualités ou des simili, des quasi-spiritualités, des ersatz ou autres appellations de ce type. Donc, à partir de la relecture des travaux de Bourdieu, il m'est apparu qu'il y avait peut-être, bien qu'il ne le souligne absolument pas, peut-être attiré de ces travaux des réflexions par rapport à de nouvelles tendances spirituelles qui émaneraient de notre mode de vie moderne. Pourrais-tu rappeler rapidement qui était Alors, Pierre Bourdieu, c'est un sociologue qui est décédé il n'y a pas très longtemps, hein, qui a beaucoup marqué disons, le monde universitaire français, notamment par ses livres à distinction, mais aussi son livre Les héritiers. Et il y a eu pas mal de polémiques avec la télévision, notamment, je pense aux émissions de, je sais comment ça s'appelle, Arrêt sur image, bon, j'oublie son nom, où il s'est opposé notamment à Jean-Marie Cavada, le fameux organisateur de la marche du siècle, et des échanges assez tendus, assez aigre-doux, voilà. Donc il a porté un regard beaucoup critique sur la télévision et sur l'enseignement et la culture que déverse la télévision sur le bon peuple. Alors, les deux ouvrages que je retiens de Bourdieu, c'est son ouvrage principal, La Distinction, et puis son ouvrage, Les héritiers. Alors, Distinction, en un mot, l'idée de ce livre, c'est l'importance première du goût dans la vie sociale de l'individu. Alors, le goût pris au sens large, c'est-à-dire ce qu'on aime. Hein. Et alors, il cite notamment une maxime de La Rochefoucauld qui dit « Notre amour-propre souffre plus impatiemment de la condamnation de nos goûts que de nos opinions. » Donc, le goût serait plus important dans la détermination de la conduite sociale que l'opinion, que finalement serait pas très importante, pourrait être facilement contredite, alors que sur le goût, je pensais que La Rochefoucauld a dit un peu plus loin, on meurt plus facilement pour ses goûts que pour ses opinions. Alors, Bourdieu met en évidence 4 capitaux qui seraient dans la personnalité de base de l'homo socialis, et qui vont déterminer ces différents goûts ayant cette importance considérable, d'après Bourdieu, dans nos comportements, et on va voir que ça peut déboucher sur le spirituel. Il y a le capital le plus important, qui est le capital culturel, c'est-à-dire l'ensemble des savoirs de sa culture générale, l'ensemble des savoir-être aussi, des bonnes manières, le bon goût, on retrouve le mot goût dans son acception triviale, l'ensemble des diplômes qui valident socialement le savoir, et l'ensemble des biens culturels que l'on possède. Deuxième capital, c'est le capital économique, c'est l'ensemble des richesses matérielles d'un individu et de sa famille. Matérielle, c'est mobilière ou immobilière. Le troisième capital, c'est le capital social, c'est l'ensemble des relations, des connaissances entre gens qui peuvent permettre d'obtenir un emploi et qui peuvent permettre de construire sa vie, finalement. Et puis le quatrième capital, c'est le capital symbolique. C'est le capital qui fait le prestige social et qui, de fait, légitime tous les autres capitaux, les 3 autres capitaux qu'on vient de citer.
Alors, il définit également dans ce bouquin La distinction ce qu'il appelle la lutte pour la distinction, lutte qui transforme des différences très faibles en différences radicales en les hiérarchisant. Et il considère que il montre que dans un champ social spécifique, les gens sont constamment pris entre deux intentions contradictoires. Alors, bon, c'est une problématique moi, que j'aime beaucoup, que je considère comme étant extrêmement importante, les intentions contradictoires, les injonctions contraires, le double bind de Bateson, et ce qui fait que pour être reconnu dans un champ, il faut s'y distinguer, mais le fait de s'y distinguer conduit aussi à en être écarté. Ce qui fait que les gens doivent en permanence s'ajuster à une juste mesure, poser une juste mesure entre la distinction et la conformité. Alors, d'un exemple, avoir du style, c'est suivre la mode tout en s'en détachant par quelques petites touches personnelles. Voilà. Bon. Alors, le deuxième deuxième ouvrage de Bourdieu qui m'intéressait, c'est Les héritiers. Alors, son bouquin qui est paru en 1964, dans lequel il montre qu'il existe dans la société des sous-groupes différents face à la culture. Alors, c'est un bouquin qui a eu énormément de répercussions sur le monde universitaire et sur le système des études. Notamment, Finkielkraut a beaucoup repris les travaux de Bourdieu pour sa charge contre la méritocratie. Je pense une révélation pour Finkielkraut, loin de là, mais enfin, bon, sur ce plan-là, il dit des choses intéressantes. Donc, montre qu'il y a des différents sous-groupes face à la culture, et l'école, du coup, est analysée comme une institution qui reproduit les inégalités, qui reproduit les exigences et les critères du système d'enseignement, et ça joue au détriment des classes défavorisées. De fait, certains groupes d'étudiants, compte tenu de leur situation familiale, ne disposeraient pas, qualitativement ni quantitativement, du vocabulaire nécessaire à la fréquentation et l'appropriation d'une culture dite culture générale, culture classique. A contrario, d'autres étudiants, alors c'est les héritiers, ceux-là, se trouvent de plein pied, prêts à y accéder et par là même prédisposés à pouvoir en tirer profit dans le cadre du combat universitaire. Et finalement, la sélection, alors l'école a voulu répondre à ça, à l'héritage, c'est-à-dire les enfants de bourgeois font les diplômés, avec le système de la sélection. Parce que maintenant, la cooptation, la cooptation c'est un ancien régime, maintenant on va reconnaître la qualité des gens à partir de la sélection et non plus à partir de leur essence familiale et sociale. Et Bourdieu dit que démontre avec, c'est un sociologue donc qui donne beaucoup de chiffres, il y a des études qui ont été faites, des tableaux qui sont proposés, montre que la sélection qui est opérée dans le cadre des examens, des tests et autres mises à l'épreuve, cette sélection, ça revient au même, voire pire, va privilégier les héritiers au détriment des autres. Parce que à l'évaluation des connaissances et compétences techniques et objectives se surajoute, en fait, inconsciemment de la part des examinateurs, celle des compétences culturelles et sociales. Et ceux qui ne les maîtrisent pas, naturellement, ces compétences culturelles et sociales, naturellement, en fait, il s'agit de connaissances acquises dans le cadre de la famille et dans le cadre de l'environnement social. Ceux qui ne les maîtrisent pas, de ce fait, souffrent d'un handicap par rapport aux autres, qui peut expliquer et qui explique, d'après lui, bon nombre d'échecs scolaires, voire tous les échecs scolaires ou échecs académiques de ces étudiants défavorisés, essentiellement en raison de leur patrimoine culturel et social déficient. Alors, la conclusion, selon Bourdieu, pour les enfants des milieux populaires, l'acquisition de la culture scolaire nécessite en fait une véritable, ce qu'il appelle acculturation.
Et c'est ainsi que ce que les enseignants considèrent comme une absence de don, les enseignants ou le grand public en général, serait en fait que le résultat d'une socialisation différente. Et c'est ainsi que l'école est décrite comme le lieu d'une violence symbolique qui finalement redouble et accentue les inégalités sociales en pérennisant une véritable aristocratie scolaire. Alors, quid de la spiritualité dans tout ça? Alors, moi j'ai retenu deux fondements qui nous y amènent. C'est, alors, issu des travaux de la distinction, le double bind, c'est-à-dire la recherche d'appartenance globale avec, enfin, la recherche d'appartenance dans la société, mais avec une spécificité particulière, d'où les sectes. Et puis, les héritiers, une spiritualité finalement qui est issue de la famille, et une spiritualité qui peut être également scolairement favorisante. Alors, je pense à un secteur que je connais bien, c'est l'Institut catholique. Et du coup, se repose la question de la différence entre spiritualité et culture, ou le lien, voire la synonymie. La spiritualité étant, bon, si la spiritualité est conçue comme un système de croyance, et que si, il est généralement reconnu que la spiritualité est un système de croyance, et généralement reconnu également que la culture est un système de valeurs, système de croyance, système de valeurs, quels sont les ponts? Alors, cette interrogation, tout ça sont des questions que je pose, hein. Je ne donne pas de réponse. Mais ces interrogations ont été ravivées il y a 2 jours, parce que j'ai assisté à un colloque de l'UCLI, l'Université catholique de Lyon, sur la mort et la fin de vie, première conférence, colloque d'un triptyque qui va nous amener jusqu'à la gestion de la vieillesse et de la fin de la vie. Et donc il y avait là un médecin, un anthropologue, un philosophe, et puis le père, j'ai oublié son nom, qui est neurologue, docteur en théologie et accessoirement recteur de l'Université catholique de Lyon. Et qui a dit 2 choses, moi qui m'ont... homme très brillant, qui a énoncé, de mon point de vue, néanmoins un certain nombre d'inexactitudes, mais bon, ça je le dis en passant, le propos ne se situe pas à ce point-là. Il a dit 2 choses qui m'ont interpellé, qui nous ramènent à nos affaires. Il a dit, il y a une crise de la foi. Bon, vous savez, il a cité un chiffre, et il n'y a plus que 40% de gens, alors en France, hein, qui se déclarent croyants. Bon, alors il a lu ça dans la presse, sans doute, ou dans des études, mais je pense que la réalité est autre. D'abord, lorsqu'on demande aux gens des choses aussi graves que ça, ils disent pas la vérité, et que pour moi, des gens qui ne croient pas à une entité divine sont en minorité extrême. Bon, je résumer ça par une phrase lapidaire: n'est pas athée qui veut. Voilà. Et puis une deuxième chose. Alors oui, donc crise de la foi, non. Pas crise de la spiritualité, non. Tout le monde est en prise à la spiritualité. Donc je m'inscris en faux par rapport à notre ami le recteur. Il a dit une autre chose, c'est le nouveau rapport qui s'établit par rapport à la mort, et là on est de plein pied dans la spiritualité, avec la généralisation de la crémation. La crémation qui annule le rituel spirituel de la relation entre la collectivité et le mort. Il dit qu'on n'a plus de rituel et qu'on a une ritualisation, c'est-à-dire qu'on a été obligé, on est en train de recréer artificiellement un rituel par rapport à la crémation qui ne correspond en fait
à aucune norme spirituelle connue. Voilà. Bon, ça me paraît extrêmement intéressant à étudier. Alors, quelles sont les traductions de tout ça qu'on peut faire en termes de nouvelles spiritualités actuelles? C'est-à-dire cette affaire d'injonction contraire permanente dans le domaine spirituel, ajouter à cette affaire d'héritage culturalo-spirituel, c'est-à-dire hérité de la famille, mais aussi de l'environnement dans lequel on est, ou de la secte ou de la tribu dans laquelle on est, qu'est-ce que ça peut donner? Alors moi j'ai trouvé un exemple, qui est certainement pas le seul, c'est le wokisme. Alors le wokisme me paraît particulièrement est une résultante de toutes ces petites forces que je viens d'énumérer. Alors l'origine, bon, un petit topo sur le wokisme. L'origine du wokisme, c'est le terme américain woke, être éveillé, qui désigne initialement le fait d'être conscient des problèmes liés à la justice sociale et à l'égalité raciale. Justice et anti-racisme. Je voudrais juste poser une question, parce que woke, c'est être éveillé, c'est awake. C'est pas ça. C'est une déformation du mot, hein. C'est pour ça que c'est. Oui, mais là, le sens, c'est bien le sens de wake, mais ils ont changé le A en O, mais le sens. Mais parce que quand on dit wok, on fait référence plutôt à la cuisine indienne. C'est-à-dire, je mélange. Non, mais c'est une cuisine en fait. C'est également une cuisine. Oui, mais je veux dire, éveiller et faire de la cuisine, je sais pas s'il y a. Donc, on dit, on met différentes couleurs dans la même. Voilà, je fermais la parenthèse. Bon, alors on ferme parenthèse et on continue. Alors, le terme woke est également utilisé pour dénigrer des idées progressistes. Et les woke sont souvent centrés sur les défenses des droits des groupes minoritaires. Des courants emblématiques de l'idéologie woke, alors idéologie, on va voir, en fait, c'est une religion, donc nouvelle religion. Emblématiques sont les Black Lives Matter, hein, donc les formes connexes d'antiracisme, et puis, alors, toutes les campagnes sur les questions relatives à la condition féminine, MeToo, très, très récent, et puis les mouvements LGTB. Voilà. Bon. Alors, les détracteurs du mouvement woke disent que ce mouvement se donne un ascendant moral qui n'est pas justifié. Alors, se donne par des moyens éventuellement coercitifs, violents, voilà. Et que ce mouvement est en train de prendre, ou a déjà pris une forme religieuse et intolérante qui met en danger la liberté académique. Alors, liberté académique, parce que ce mouvement woke, il est très, très présent. Alors, il n'est pas forcément connu beaucoup au nom du grand public, mais si on en croit, notamment une personne dont je vais beaucoup parler, c'est Bronstein, qui est un enseignant et chercheur et donc philosophe et qui a écrit beaucoup sur ce. Bon, il est en train d'envahir tout le système universitaire d'Occident. Donc, il prend une forme religieuse intolérante qui met en danger la liberté académique. Et il s'appuie, enfin disons, il cohabite avec ce qu'on appelle la cancel culture. La cancel culture, alors là aussi ça vient de l'anglais cancel, annulé. Alors la traduction française c'est culture de l'effacement ou culture de l'annulation. C'est-à-dire, il y a des choses qui ont existé, on les annule, on n'en parle plus, on les efface, on les détruit, on les déboulonne. Voilà. Et c'est qu'on n'en parle pas. Même pas en débat. Bon, c'est une pratique qui est apparue aux États-Unis, hein, et qui, concrètement, qui consiste à dénoncer publiquement, en vue de leur ostracisation, des individus ou des groupes ou des institutions supposés responsables d'actes, responsables de comportements ou de propos qui sont perçus comme inadmissibles par les défenseurs de la cancel culture. Alors, bon, on a des exemples, hein, c'est par exemple Dieudonné, le climato-scepticisme, c'est-à-dire les climato-sceptiques. Je me souviens d'ailleurs, il y a quelques années, de la ministre
l'écologie ou de l'environnement, je ne sais pas comment ça s'appelait, c'est l'ineffable Cécile Duflot, qui avait dit que ceux qui contestaient les travaux du GIEC, hein, eh ben, il fallait assimiler ça au truc de Nuremberg. Hein, c'est-à-dire, c'est la loi Fabius Guessot, la loi, le nom sur la langue, enfin, le négationnisme. Le négationnisme, voilà, merci. Ah. Merci, c'était du négationnisme. Voilà. Et puis, plus récemment, l'alimentation carnée, voilà, qui est décrétée comme étant inadmissible, et ça justifie, disons, les saccages de boucheries, etc. Alors, une autre désignation, c'est la call-out culture, de l'anglais call-out, dénoncer. Culture de la dénonciation. Alors, là, on a des répliques historiques. C'est avec la religion, c'est la chasse aux sorcières. Voilà, bien entendu. Alors, comme substitut à la pratique de la dénonciation publique, du calling out, une personne ou une entité peut être avertie en privé, call in. L'accusateur donc parle de vive voix à l'accusé, il peut lui téléphoner, ou il lui envoie un message direct, hein, par mail perso ou via les réseaux sociaux, et on stigmatise sa conduite et son comportement. On lui demande d'arrêter de dire ou de faire des choses. Voilà. Justifié par un dogme de woke. Alors, selon le politologue américain spécialiste de ça, qui s'appelle Jean-Eric Brana, quand une personne soupçonnée ou condamnée pour pédophilie s'installe dans un quartier, il arrive que ses nouveaux voisins, informés de son passé, sont des preuves avérées ou pas avérées, placardent des affiches dans les rues avec son nom et les faits pour lesquels il a été condamné, sans que ça puisse être considéré comme du harcèlement. Et donc, sans que ça puisse être passible de comment on appelle ça, de calomnie. Voilà, c'est pas de la calomnie. Alors, c'est pas de la calomnie parce que, en fait, on dénonce, on cherche pas à savoir si les preuves sont exactes ou pas, hein, mais c'est comme on dénonce des choses qui font partie de la théorie des woke, c'est admissible. Alors, bon, on sait qu'aux États-Unis, hein, ça dépend du shérif local. Bref. Alors, le woke, véritable religion. Ça a beaucoup été développé par le philosophe et professeur émérite français qui s'appelle Jean-François Bronstein, qui dit que le projet woke, c'est assez intéressant ce qu'il dit, n'est ni philosophique, ni idéologique, ni même politique, mais relève du religieux extrême, avec péché originel, credo, inquisition, radicalisme et différents textes fondateurs, apôtres, rites, dénonciations, anathèmes, blasphèmes, etc. Et son bouquin, ça s'appelle La religion woke, paru en 2022, alors, que je vous conseille. Tu peux répéter, s'il te plaît, que je puisse le mettre dans le chat. La religion woke de Jean-François Bronstein, hein, B-R-A-U-N-S-T-E. Alors, il considère que cette pensée postmoderne est inspirée d'un constructivisme social et à la fois de constructivisme social et d'un déconstructivisme qui est en train d'infuser les élites universitaires et le monde médiatique. Et que cette pensée s'oppose à l'universalisme républicain, elle s'oppose à toute remise en question et elle est même promenée par... s'oppose à l'universalisme républicain hérité des Lumières. Voilà, ils vont attaquer les Lumières. Alors, d'après lui, la religion woke a en quelques années étendu son influence dans la plupart des pays occidentaux. Alors, c'est vrai qu'il se répand depuis un certain temps l'idée selon laquelle le wokisme serait un phénomène anecdotique, monté en épingle par les tenants d'un anti-wokisme obsessionnel qui appartient aux mouvances conservatrices. Donc, si on attaque le wokisme, c'est qu'on est conservateur. C'est une idée qui est en train de s'installer. Et idée d'ailleurs qui met dans l'embarras, notamment
qui met dans un grand embarras, notamment les représentants de la gauche politique, qui, en privé, ils s'alarment du phénomène woke, mais officiellement, comme ils craignent de se voir coller des étiquettes infamantes, ils se gardent bien d'exprimer publiquement leur distance avec cette mode qui, à travers l'enseignement de la théorie du genre et de la théorie critique de la race, est donc plus en plus présente dans l'enseignement primaire et secondaire aux États-Unis et en France. Bronstein insiste sur le fait que les théories woke se sont d'abord développées dans les milieux cultivés et que des universitaires théoriquement éduqués et dotés d'un esprit critique, puisque l'université française se targue de fabriquer des gens qui ont l'esprit critique, eh ben, ces gens-là sont les premiers à s'enthousiasmer pour l'idée d'un genre libéré du corps ou à réhabiliter l'odieuse notion de race. Bronstein rappelle la prise de contrôle, alors l'anecdote qu'il rappelle, prise de contrôle par les étudiants woke de l'université américaine d'Evergreen, et l'un de ces étudiants avait asséné au seul professeur qui avait osé résister, arrêtez de raisonner, la logique c'est le racisme. Alors, y a-t-il une inspiration chrétienne du woke? Une fois qu'on a dit que le woke n'est pas uniquement une nouvelle idéologie, mais bien une nouvelle croyance, une nouvelle religion, on se plaît à se rappeler que, à l'image du christianisme, devenu religion d'État vers le IVe siècle, il avait voulu lui aussi, le christianisme, effacer l'ensemble du monde gréco-romain. De la même manière, le wokisme dit qu'il a en effet pour ambition de créer un monde nouveau. Filiation du wokisme aussi, avec l'éveil, wokisme éveillé, avec les éveils religieux protestants. Exemple, les grands réveils du XVIIIe puis début du XIXe siècle, ou plus près de nous, les églises protestantes contemporaines déclinées en prise de conscience religieuse, telles que notamment le mouvement évangélique aux États-Unis d'Amérique. Mais bon, il est un fait que le wokisme n'a pas pris son essor dans les églises. Et c'est la première fois dans l'histoire que nos universités, censées être scientifiques et laïques, donnent naissance à un mouvement religieux. Intéressant quand même à noter. Les théories du genre ou théories de la race, l'intersectionnalité sont devenues, d'après Bronstein, le cœur des activités universitaires actuelles, les vieilles disciplines leur cédant provisoirement la place balayée qu'elles sont par ces rats de marée. La plupart des points de vue et l'argumentation rationnelle dans ce système ne sont plus acceptés parce que la règle c'est l'unanimité, le fameux consensus. Consensus du GIEC, Le GIEC, il faut le consensus. Ceux qui ont dit, attendez, on s'en va parce qu'on est obligé d'être consensuel. Voilà. Or, et d'ailleurs, c'est intéressant de voir GIEC et woke. Du coup, ça me vient d'idée. Ça m'intéresse. Alors, cette étonnante nouveauté de son origine universitaire, l'étonnante nouveauté que ça soit d'origine universitaire, rend cette religion woke tellement difficile à combattre. Parce qu'elle est, de fait, immunisée dès le départ contre toute critique scientifique rationnelle. Ça vient de l'université, donc un peu comme le GIEC. Pareil. Alors aujourd'hui, les woke ont à leur disposition toute une série de textes sacrés, plus ou moins ésotériques, rédigés par des universitaires. Voilà. D'où difficulté supplémentaire pour des universitaires réfractaires à cette pensée à s'exprimer dans un cadre institutionnel. Donc c'est disons, le sable qui se dérobe sous leurs pieds. Aux États-Unis, on sait que la vague woke a conduit, ça a amené à déboulonner des statuts, bon, pourquoi pas, mais on peut quand même noter cela. On a déboulonné la statue de Jefferson dans la mairie de New York.
Non, l'a explosé, je crois. Il l'en fait sauter. Parce que Jefferson, héros de l'indépendance américaine, avait été propriétaire d'esclaves. Donc, boum, fait sauter la statue de Jefferson. Et Washington et Lincoln aussi sont sur la liste des réprouvés. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi. Et Churchill aussi, Churchill à bannir. Voilà. Alors, l'idéologie, la religion woke, elle est beaucoup basée sur la notion de race. La race partout. La théorie, les militants de la théorie critique de la race, ça veut dire qu'ils estiment qu'il faut toujours considérer les êtres humains différemment en fonction de leur race. En fonction de leur race, ouais. Bon. L'homme universel, ça n'existe pas. Les théories qui publient des best-sellers aux États-Unis bénéficient de ce fait de relais en grand nombre dans les administrations, les universités et les entreprises qui sont, disons, sous l'emprise du woke. Et les auteurs de ces ouvrages, ils sont aussi consultants en diversité, extrêmement recherchés, qui prêchent la bonne parole à des prix de conférence de 10 000 $, la conférence devant de très vastes publics. Alors, petit florilège, être blanc, c'est être nécessairement raciste. C'est-à-dire que tu es blanc, tu es forcément raciste, et il faut faire amende honorable vis-à-vis des Noirs, battre sa coulpe, parce que c'est comme ça. Autre illustration, l'homme, nous n'existons pas par nous-mêmes, nous ne sommes que les représentants d'une race et ça ne nous laisse aucune autonomie. Donc, hétéronomie issue de la race. L'homme universel, j'ai dit, il n'existe pas, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est l'ennemi. Il n'existe plus que des êtres humains concrets et particuliers caractérisés par leur race. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Désormais, pour réparer les discriminations qui ont été accumulées par les siècles passés, et notamment par les Lumières, il faut appliquer une discrimination à l'égard des Blancs. Voilà. Donc ça, c'est pour la race. Et puis, dernier point, les Lumières. Alors, détruire les Lumières. Lorsque les universitaires se proclament woke, ils décident par là même de s'en prendre radicalement à la science et aux Lumières, à l'objectivité comme à la vérité, ce qui est un peu paradoxal, venant de scientifiques et de chercheurs issus eux-mêmes des Lumières. Alors, la première science visée, c'est la biologie. La biologie, c'est une fausse science, parce qu'elle est viriliste, patriarcale et colonialiste par essence, par doxa, et ça ne se discute pas. Les woke ont ainsi créé de toutes pièces des épistémologies reposant sur des notions, alors voilà, cherchons-les dans les queer, post-colonial, justice sociale, féministe, etc., etc. Quand vous voyez ce mot, c'est du woke. Bronstein, alors, qu'est-ce qu'il propose? Il attend des responsables politiques et que ces derniers s'engagent à protéger les libertés académiques. Il faudrait restaurer les libertés académiques, sérieusement en danger d'après lui. Et qu'il préserve la jeunesse de formes, d'endoctrinement par la propagande délivrée par des groupes militants woke dans les écoles, les collèges, les lycées, sur les théories critiques de la race et les théories du genre. Alors, Bronstein, disons, tempère un peu cela en disant que, enfin, si on peut dire, minimisation, si on peut dire, il constate que la vague woke ne submerge pour l'instant que le monde occidental, que le reste de la planète s'en contrefiche et l'ignore totalement. Mais que, enfin, il sait que ça existe et il regarde avec étonnement et amusement. Et ce monde qui n'est pas occidental, c'est-à-dire sud-est asiatique, enfin bon, tout ça, finalement, ils y voient un certain intérêt parce qu'ils s'en servent pour dire que c'est le signe de l'épuisement de notre civilisation, tout en s'étonnant, en rigolant,
qu'une culture aussi riche que la nôtre s'acharne à s'auto-détruire. Et il donne des exemples, il dit « Mes étudiants chinois, lorsque je leur expose ces théories, sont partagés entre le rire et la compassion. » C'est dramatique. Et enfin, bon, il termine avec une analyse géopolitique assez stimulante, en observant que, voilà, enfin, ça concrétise ce que je viens de dire, que certaines puissances jouent, voire encouragent la propagation du wokisme chez nous, parce que ils voient ainsi un encouragement par les jeunes Européens à mettre en accusation leur société et à accélérer eux-mêmes, disons, leur déchéance, affaiblir nos sociétés occidentales. Voilà, j'en ai terminé, je vous remercie. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Christian, après nos retours? Non, mais donc, en fait, tu l'as fait à ma place, c'est-à-dire reprendre le fil Bourdieu pour arriver au woke. Bourdieu parle de la transition qu'a voulu l'école laïque entre le règne de la cooptation et mise en place de la sélection pour créer l'ascension sociale, pour démocratiser. Bon, la sélection qui était un échec et qui, alors ça qu'on te dit très bien, pour qu'on puisse pas, pour lutter en fait contre ce que dit Bourdieu, savoir que la sélection, ça reproduit les résultats de la cooptation, on a abaissé le niveau d'ensemble. Cet abaissement du niveau d'ensemble donne une décadence et un niveau non-culture, qui d'ailleurs était bien expliqué dans un bouquin de Olivier Donat qui s'appelle L'inculture pour tous. Olivier Donat, c'est disons, un technicien du ministère de la Culture. Et lorsqu'il est sorti parce qu'il était à la retraite, il a pu dire tout ce qu'il pensait. Voilà. Il y a Brigelli aussi dans l'éducation nationale. Oui, oui. Ensuite, donc, ça donne une chute du niveau culturel à l'intérieur même de l'usine à culture, qui est le monde universitaire, et bon, ça donne le woke. Donc, on a bien le fil rouge que tu as.